Bonjour à tous et bienvenue dans Ultra Distance, le podcast 100% ultra où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui repoussent les limites de l'endurance. On va se nourrir de ces expériences comme source d'inspiration et apprendre à se préparer au niveau physique, mental et nutrition pour affronter nos prochains défis. Ultra Distance, c'est un épisode par mois, tous les premiers lundis du mois. Je suis William. Et moi, c'est Mine. Nous sommes tous les deux des passionnés de trail running et nous sommes les cofondateurs de NAC, la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Bienvenue dans le 9e épisode d'Ultra Distance. Dans l'épisode 7, nous avions reçu Arthur Joyeux-Bouillon, Mathieu Blanchard, Marianne Hogan et Thibaut Garivier pour discuter de leur stratégie de nutrition pour l'UTMB. Ils nous ont livré les détails de leur préparation et le plan qu'ils souhaitaient exécuter le jour de la course. Dans ce nouvel épisode, on fait un retour sur leur course et on débriefe avec eux sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné, pour en tirer des apprentissages. Globalement, nos 4 invités ont réalisé des super performances. Ils se sont tous classés dans le top 10 et mention spéciale à Marianne et à Mathieu qui sont montés sur la 2e marche du podium de la course la plus prestigieuse au monde. De mon côté, j'étais directement à Chamonix pour suivre la course. Je suis allé à Courmayeur à 2h du mat pour aller voir les athlètes à la mi-course. C'était un moment assez crucial. Ça m'a permis d'aller découvrir leurs sensations et aussi évidemment de les encourager. C'était vraiment une expérience qui était extraordinaire d'être à ce moment-là dans cette euphorie de la course. Et tu peux tout de suite voir en fait quand tu vois les athlètes arriver vers toi dans quel état est-ce qu'ils sont. Donc j'ai pu voir par exemple un Mathieu qui était vraiment très concentré, très lucide, très focus. Et à l'inverse, j'ai vu un Thibaut qui était beaucoup plus fermé dans une mine un petit peu plus compliquée. Donc c'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir les suivre à cette étape-là de la course. Waouh Will, quelle course. En ce qui me concerne, j'ai suivi la course sur le live de l'UTMB depuis Vancouver. On a pu échanger à plusieurs reprises ensemble sur les moments de la course. J'ai suivi les moindres faits et gestes des athlètes sur les ravitaux. C'était passionnant. Ouais, c'est vrai que c'était cool de pouvoir s'échanger au téléphone et puis tout simplement faire des petits suivis sur où est-ce qu'on en était dans la course. Est-ce que tu penses que Mathieu il est bien, comment il va Thibaut Garivier, est-ce qu'il va remonter. C'est vrai que c'était vraiment hyper intéressant de voir aussi toute l'épopée de Marianne et c'est vrai que ça nous a tenus en haleine pendant toute la durée de la course. Et on a eu aussi également beaucoup de retours très positifs sur l'épisode pré-UTMB. C'est d'ailleurs devenu l'épisode le plus écouté d'Ultra Distance, donc merci beaucoup à tous. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez nous encourager, finalement, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Vous pouvez aussi tout simplement noter et rédiger un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez facilement en parler autour de vous ou partager sur les médias sociaux. Sur ce, on vous laisse avec nos athlètes NAC et on vous souhaite un très bon épisode d'Ultra Distance. Donc pour notre premier invité, on est heureux d'accueillir donc Mathieu Blanchard qui a fini donc à une exceptionnelle 2e place en 19h54 à l'UTMB, juste derrière Kylian. C'était une bataille exceptionnelle. Donc bonjour Mathieu, on est super content de t'avoir avec Will dans le podcast. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta course ? Salut Mine, salut Will, merci à nouveau pour l'accueil dans votre podcast. Toujours un plaisir de venir vous voir. La version longue ou la version courte, Mine? Une version condensée. Ça peut durer 20 heures, la version longue. Ouais. Moins de 20 heures même. Ouais, condensée. Ok, bon, je vais la couper en plusieurs phases. D'abord, l'avant-course, habituellement, tu sais, toujours stressante, on va le dire, montée en pression avec les partenaires qui commencent à poser des questions, ça va pas, les médias, les autres athlètes, donc pas simple à gérer. Mais cette année, j'ai eu la chance d'aller à l'UTMB avec Marianne Hogan, qui est mon amie de longue date de trail, et c'est une personne qui est vraiment capable de casser un peu cette pression qui peut être en pré-course. Donc ça a été vraiment un avantage, et je pense qu'on a été avec Marianne les plus relax du SAS Elite, tu vois. Quand on est rentré, on voyait beaucoup de pression sur le visage des athlètes, de tension. Et puis, tu vois, avec Marianne, jusqu'à quasiment la seconde du départ, tu vois, on se faisait des blagues et puis on rigolait sur la ligne de départ. Donc, ça a été pas mal bien géré cette partie-là.
On l'a vu sur les Ensuite, images qui sont exceptionnelles, plein ouais, sourire, ouais. c'était génial. Exact, sur le live au Et on départ. a Bon, aussi après, senti le moment de la concentration et le moment où le visage s'est fermé un petit peu plus là pour ouais, voilà. aller vraiment chercher la concentration finale d'avant-course et se préparer au départ. Ouais, c'est ça, tu l'as dit. Le visage qui se ferme, c'est de la pure concentration pour rentrer dans la bulle et absolument pas du stress qui pourrait être plus délétère aux heures qui vont suivre, quoi. Voilà, le départ se fait. Moi, je vais couper la course, disons en 3 parties. Chamonix-Courmayeur, ça fait 80 km environ. On arrive à la moitié de course. Ensuite, la deuxième partie, ce sera Courmayeur à un petit peu avant Champé quand je reprends un jeune coureur débutant. Et ensuite, la dernière partie, de là jusqu'à l'arrivée. La première partie jusqu'à Courmayeur, comme l'année dernière, je m'étais mis des temps de passage un petit peu plus ambitieux que l'année dernière pour aller grappiller 15 minutes jusqu'à Courmayeur et ensuite de Courmayeur jusqu'à l'arrivée, l'idée était de faire une course similaire à l'année dernière. Le but final était de courir l'UTMB en 21 heures puisque j'avais fait environ 21h12 l'année dernière. En 21 heures et je m'étais dit bon, si je peux pousser un peu à la fin, idéalement passer sous la barre des 21 heures serait magnifique. Donc me voilà parti, groupe de tête, je suis super confortable. Ça lead devant, je suis tout seul avec Pau Capel et Kylian Jornet, on est tous les trois. Pau Capel est quelques mètres devant, mais on est tous les trois. Quand je me retourne, les autres sont un petit peu loin derrière. Et vu que je suis hyper confortable, je me mets pas de pression, je fais ma course. Vient la première montée après les Ouches, et puis là, comme d'habitude, voilà, ça commence à pousser un peu fort. Moi, je connais mes temps de passage, je connais la course par cœur. Je les laisse aller, et puis voilà, j'arrive à Saint-Gervais, kilomètre 20, exactement dans mes temps de passage. Tout va bien, et je suis en route pour aller grappiller les minutes que j'avais prévues. Contamine, premier ravitaillement assisté, c'est là que je vois Alix et puis c'est un moment qui est un peu stressant aussi pour moi parce que c'est là que ça va donner un petit peu la tonalité de l'assistance. Est-ce que Alix est dans un bon mood? Est-ce qu'elle réalise bien ses gestes? Est-ce qu'elle oublie rien? Est-ce qu'elle est capable de trouver les paroles, les justes paroles pour me remotiver? Ça m'inquiétait un petit peu parce que faut savoir qu'Alix avait fait l'OCC la veille, qu'il avait pas mal fatigué. Après l'OCC, elle avait pas dormi parce que elle était fatiguée, elle avait mal aux jambes. Et puis là, elle allait faire à nouveau une nuit blanche. Donc c'était 2 nuits blanches plus une OCC plus elle aussi avant l'OCC, elle avait pas très bien dormi, fait qu'elle était pas dans sa plus grande forme. Mais ça se passe super bien. La nuit arrive juste après les contamines, on passe la nuit au complet. Là, je lâche un petit peu les yeux sur ma montre, j'y vais un petit peu au feeling et je cours avec Thibaut Garivier, qui est aussi qui se nourrissait aussi de produits NAC. Et puis voilà, sans trop regarder la montre, on se pousse un petit peu, on se relaye et puis j'arrive à Courmayeur, kilomètre 80. Et là, je regarde ma montre et là, je tombe hyper inquiet. J'ai 30 minutes d'avance sur mon temps de passage à Courmayeur. Et là, je me dis, mais attends, est-ce que j'ai appuyé sur ma montre, je l'ai mis sur pause, qu'est-ce qui se passe? Je regarde l'heure, Alix me dit, oh ouais, t'as vraiment une demi-heure d'avance. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'Échappieux là et Courmayeur pour que je grappille 30 minutes? Et Je me souviens quand je te vois à ce moment-là, justement, à Courmayeur, là, c'est un des premiers trucs que tu me dis, c'est putain, j'ai 30 minutes d'avance, j'avais prévu juste d'aller chercher 15 minutes. Et en même temps, t'étais tellement dans un état de lucidité. Tu m'as posé plusieurs questions sur les temps devant, les personnes qui couraient devant et tout ça. C'était hallucinant de te voir à ce moment-là à quel point tu avais un focus qui était ultime, quoi. Tu captais tout. On te sentait vraiment en plein contrôle, comme si ça faisait 2 kilomètres que tu étais parti. C'était incroyable. Ouais, 100%. Et c'est justement cette lucidité qui m'a permis de revenir dans ma course et me dire, Mathieu, ne t'inquiète pas. Si j'avais été dans un sale état, plus 30 minutes d'avance, là, j'aurais pu confirmer le fait que j'avais fait une erreur et que j'allais le payer très cher par la suite. Mais j'étais lucide. Et puis à ce moment-là, il y a aussi Martin qui fait le speaker du live qui vient me parler, qui me dit, Mathieu, ne t'inquiète pas, tu es dans ta course, c'est très bien, tu as un beau visage, tu fais un beau ravitaillement, c'est pas grave, il y a des conditions météorologiques qui étaient bonnes cette nuit, c'est peut-être pour ça aussi que tu as pu grappiller du temps. Ne t'inquiète pas, continue ta course. Donc voilà, je finis par accepter le fait que j'ai 30 minutes d'avance, mais déjà il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. On n'est plus aux 21 heures ou en dessous du 21 heures déjà par rapport à ces temps. Je repars. La nuit se fait. Après Courmayeur, je monte jusqu'à Bertonne, une montée très sèche, voilà. Et puis un long 10 km vallonné là, assez plat, qui va nous amener au pied du Grand Col Ferré. Là, je rattrape
Tom Evans et Zach Miller qui courent ensemble, qui font la nuit ensemble, mais je les rattrape à une vitesse, on dirait un TGV qui double un petit train, tu vois. Et donc encore une fois là, quand j'arrive derrière eux, je me dis attends, mais est-ce que je suis trop vite ou est-ce que c'est eux qui sont trop lents? C'est des questions qu'on se pose parce que c'est quand même pas des athlètes c'est difficile de juger, de moindre expérience, c'est des athlètes de très haut niveau. Voilà, donc je me pose des questions, mais même chose qu'à Courmayeur, je me sens si bien que je passe à côté, je leur dis un petit good job, continuez, et puis voilà, et je continue ma route à mon rythme. Et donc là, ça me fait passer en troisième position. De te suivre ou pas? Est-ce qu'ils essaient Pas de du continuer tout, avec pas toi, du tout. Je fais un petit peu ma ce qu'il faut faire aussi quand on attaque en vélo, en natation, dans les sports d'endurance, c'est-à-dire que quand tu t'approches, tu commences à ralentir un petit peu, tu commences à être sûr de bien récupérer musculairement et au niveau cardiovasculaire. Et puis quand tu décides de doubler, tu doubles franchement pour être sûr qu'ils t'accrochent pas, tu vois. Et si tu fais ça, en général, ça accroche pas. Et c'est ce que je fais. Et ils essayent même pas d'accrocher, tu vois. Donc là, ça me fait passer en troisième position. Et là, je me dis, attends, Mathieu, t'es même pas au kilomètre 100. T'es déjà en troisième position virtuelle de l'UTMB. C'est quand même assez tôt dans la course. Et les deux petits coureurs qui sont devant toi, c'est ni plus ni moins que Jim Walmsley et Kilian Jornet, quoi. Donc t'es troisième de l'UTMB à chasser ces deux gars-là. Voilà, moi aujourd'hui, dans cette course, j'ai pas encore. Le Mathieu Blanchard n'a pas encore la confiance et l'expérience pour accepter le fait qu'il peut être à cette position. Donc ça m'inquiète. J'ai un discours interne qui est peut-être un petit peu trop négatif et qui, j'espère, dans le futur, ne sera plus présent avec la confiance que je bâtis. Mais en tout cas, à ce moment-là, voilà, les mêmes questions que je me pose à Courmayeur quand je double Zach Miller et Tom Evans, quand je suis dans cette position, je me dis, mince Mathieu, t'as fait une erreur, t'es parti trop vite et tu vas le payer à un moment donné très très cher. Mais voilà, je finis par conclure, écoute, tu te sens bien, t'as une bonne lucidité, allez hop, on continue. À ce moment-là, à Arnouva, Jim a à peu près une vingtaine de minutes d'avance sur moi et Kilian a une dizaine de minutes. Jim a attaqué dans cette partie-là, Kilian. Donc écoute, je continue, je fais la montée, je redescends. Quand j'arrive à la Foulie, Jim a toujours 20 minutes, donc c'est la descente, c'est après 100 km la Foulie en bas du Grand Col Ferré, on est à peu près au kilomètre 110. Jim a toujours 20 minutes, donc ce qui fait qu'on a le même rythme et Kilian a perdu un petit peu, il est peut-être à 8 minutes de moi. Donc là je me dis c'est bien parce que la montée de Grand Col Ferré plus la descente, j'ai grappillé 3 minutes sur Kilian, donc je vais bien quoi. Hein. Et là, on va bientôt rentrer dans la deuxième. On est toujours dans la deuxième partie de course. Excusez-moi. Et là, je rattrape Kilian dans la partie entre La Foulie et Champé, qui est un faux plat descendant où Jim Walmsley, c'est censé être sa force. Je vous le dis maintenant parce que ça va être important cette information pour la suite de l'histoire. Donc un faux plat descendant sur de la route, c'est sa force. Là, quelques kilomètres plus loin, avant même d'attaquer la montée qui va nous mener à ce ravitaillement du 130e kilomètre de Champé, je rattrape Kilian un petit peu de la même manière que Zach Miller et Tom Evans. Je le vois au bout d'une ligne droite et je le rattrape quasiment à un claquement de doigts, quoi, à une vitesse. J'ai même l'impression qu'il marche quand je le vois au loin. Et voilà, quand j'arrive à côté de lui, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais que je raconte à nouveau. J'avais deux possibilités. La première, c'est de faire ce que j'ai fait à Tom Evans et Zach Miller, ralentir un petit peu et mettre une énorme mine quand je lui passe à côté pour lui casser le moral, sachant que je venais d'avoir l'information qu'il venait d'annoncer. Donc c'était à mon team manager Greg Vollet. Quelques minutes avant, Greg m'attendait et puis il avait passé Kilian. Kilian lui a dit, Greg, je suis trop mal, j'arrête à Champé. Donc, si je rajoutais par-dessus ça une grosse mine que je lui mettais, c'est sûr que j'aurais asséné le coup de grâce et il serait arrêté à Champé. Kilian, c'est le gars qui m'a fait découvrir le trail. C'est les toutes premières vidéos de trail que j'ai vues, c'est les tout premiers livres que j'ai lus. Voilà, moi, j'ose le dire, j'ai pas d'ego pour dire que c'est mon idole et c'est comme beaucoup de trailers, il m'a beaucoup inspiré dans la performance, dans les aventures qu'il fait aussi. Et moi, l'aventure confinée que j'ai fait, que vous avez soutenu aussi, c'est un peu grâce à Kilian aussi. Quand j'ai vu qu'il y avait autre chose à faire que des courses cadrées avec des arches et des ravitaillements, on peut aussi aller faire des aventures hors course. Puis lui, ses projets Summit of My Life, ses Everest et tout, sont des inspirations qui me sont données. Il t'avait conseillé à ce moment-là, je me rappelle. Exactement, dans le film, on avait fait un Skype, il m'avait conseillé sur comment gérer ce genre d'aventure.
Bref, tout ça pour dire que je me suis pas senti de m'arrêter, lui mettre une mine et lui faire ce coup de grâce. J'ai préféré arriver à ses côtés et discuter avec lui pour tenter d'un petit peu le remotiver, le remobiliser sur sa course. Et c'est ce que j'ai fait. On a eu une discussion qui a duré, je pense, un bon 3 minutes à un pace assez relax. Je m'étais mis à côté de lui à son pace de jog qui était beaucoup plus lent par rapport au pace auquel j'étais. Mais voilà, c'était salut Kylian, est-ce que ça va? Non, ça va pas, blablabla, blablabla, blablabla. Allez, lâche pas, continue, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. L'ultra trail, il y a des hauts, il y a des bas, t'es dans un bas, ça va revenir. Allez, accroche-toi. Et puis je finis par lui dire, allez, accroche-toi à moi, mets-toi dans mes pieds. Et puis tu feras le point à Champé. Et si ça va mieux, bon, ben tu continues. Et puis si ça va mal, tu arrêtes. Ok, Matt, let's go, on fait ça. Je pars, je me mets devant et puis bon, ben je donne le relais à Kylian, il s'accroche. Et là, on rentre dans la troisième partie de course, juste avant de prendre la montée de Champé. Donc mon team manager est là et nous dit Matt, parce que Kylian récupère les infos aussi, il parle très bien français. Tu as plus que 6 minutes sur Jim, alors qu'à la foulée j'avais 20 minutes. Fait que là, je dis ok, Jim, il a totalement pété. Reprendre autant de temps sur Jim sur cette section où il est censé être ultra rapide et rouler à 3,20 du kilo, c'est que ça va plus. Donc voilà, on a cette information, je me dis ça dans ma tête, mais je discute pas avec Kylian, tu vois. On monte en haut, on fait Champé, on fait le ravitaillement, on repart ensemble avec Kylian. Et là, on sort du ravitaillement et on nous annonce 4 minutes sur Jim. Donc là, c'est sûr qu'il est tombé dans un gouffre total. Et c'est là qu'on a une nouvelle discussion avec Kylian. On se dit, là je me souviens, on est au bord du lac en train de courir, on se parle, on se dit bon, écoute, travaillons ensemble pour pas trop s'user, pour aller chercher Jim. Donc là, on se donne des relais à plat et en montée. Et puis dans la montée suivante, on reprend Jim très très rapidement, quoi. Quand je suis arrivé à côté de lui, Kylian avait pris un petit peu d'avance. Je me suis fait la même réflexion qu'avec Kylian. C'est est-ce que je m'arrête pour tenter de lui dire, allez, embarque dans le petit train du bonheur avec nous deux, on continue, tu vois. Mais lui, il était dans un tel état. Il avait la tête penchée, il avait le corps un peu tordu, vraiment. Il était dans un tel état que pour moi, il était fini, quoi. Il était pas rattrapable. Et je me suis dit, il va même abandonner dans le prochain ravitaillement. Mais il est quand même allé au bout là dans la suite de l'histoire. Mais voilà. Donc je suis passé, je lui ai donné un mot de motivation et j'ai continué. Et maintenant, on continue cette troisième partie de course là. Kylian, on est à côté et puis là, ça a été assez vite la discussion. Je dis, maintenant qu'on a rattrapé Jim, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, Mathieu, je crois que c'est maintenant que la course commence, kilomètre 140, quoi. Voilà, avec un petit rire là. Apparemment, la course commence maintenant. Et je lui dis, elle commence tard quand même. Les jambes, elles sont plus très fraîches. Et ouais, moi aussi. Allez, go, faisons la course. Et donc lui, il attaque un petit peu dans la montée, dans cette montée-là qui nous mène à Bovine. Il est mieux que moi, tu vois, il appuie fort, mais bon, je le suis, je le garde toujours dans les yeux, puis je finis par le perdre un petit peu. Dans la descente suivante, j'attaque un petit peu et on arrive quasiment ensemble au ravitaillement de Trian, tu vois. Et là, c'est là que je me dis, écoute, on est à peu près équilibré, il est capable de ce qui me met en montée, je suis capable de le récupérer en descente, donc ça va être assez intéressant la suite de course. Faut savoir que là, la descente qui m'amène à Trian, je la fais tellement vite pour tenter de rattraper Kylian que là, j'exagère vraiment sur l'intensité que je mets. Je sais pas pourquoi. Là, je suis plus en contrôle et c'est pas mon habitude, mais je fais vraiment quelque chose de pas sérieux, quoi. Et j'arrive tellement fatigué et un peu détruit de cette descente à Trian que tu vois, je me projette un petit peu et je me dis, Mathieu, depuis le début de course, c'est une accumulation. 30 minutes à Courmayeur. Tu doubles Tom et Zach. Tu t'accélères. Tu fais cette descente à fond. Tu fais n'importe quoi et tu vas le payer. Tu vas pas arriver à l'arrivée. Et toutes ces pensées négatives que j'ai avant d'entrer dans le ravitaillement me font un peu perdre mes moyens. Tu vois, je rentre dans le ravitaillement et puis là, j'ai la gorge qui se serre. J'ai les sanglots qui arrivent parce que je suis en train de me dire que oui, c'est bien. Je suis à Trian. Je suis deuxième. Je suis avec Kylian. Mais je vais pas aller au bout de la course. Et je sais pas pourquoi de me dire ça avec la sensibilité et le fleur de peau que tu peux avoir là. Je me mets à pleurer. Bon, et heureusement qu'Alix est là et puis on l'entend dans le podcast. Elle est capable avec des mots de me remotiver. Et puis voilà, on repart avec Kylian ensemble. Il est super intelligent, il est super fort, tu vois. Il est en train de manger,
mais il veut pas perdre l'ascendant mental qu'il peut avoir sur moi, et puis l'ascendant mental que je peux lui mettre aussi avec mes ravitaillements rapides. Au moment où je pars, je le vois, il balance ses assiettes et il repart aussi en même temps, tu vois. Et ce sera la même chose à Valorcine. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, waouh, tu vois qu'il a de l'expérience, et puis c'est pas son premier UTMB, c'est pas son premier ultra, quoi. Et là, c'est intéressant parce que montée suivante, pareil, il m'en met pas mal, et puis je le rattrape un peu de la descente jusqu'à même lui passer devant. Valorcine, on rentre ensemble, on sort ensemble, et puis là, voilà, le Kylian, il le sait, là où il est plus fort que moi, c'est dans les montées, et puis dans les descentes, dans cette course-là. Je sais pas pourquoi, mais je suis meilleur que lui, alors qu'habituellement, il est quand même meilleur que moi. Donc, il met son attaque à la sortie de Valorcine, dans ce faux plat montant qui nous mène au col des montées. Là, on parle de seulement 3 kilomètres. Et c'est dans ces 3 kilomètres-là que j'ai perdu la course. Beaucoup de personnes disent que j'ai perdu la course après le col des montées, quand la pente, elle commence vraiment à s'accentuer, qui nous mène à tête au vent. Mais en fait, pas du tout. La course, je l'ai perdue dans ces 3 kilomètres-là de faux plat montant. Parce que quand je regarde les temps, il me met environ 5 minutes sur cette partie-là entre Valorcine et col des montées, et il me remet 5 minutes entre col des montées et la Flégère. Et moi, je lui reprends 5 minutes dans la descente finale. Ce qui fait que c'est les 5 minutes de trop jusqu'au col des montées. Et là où je repense à la course, c'est que quand je l'ai vu partir, qu'il a mis un peu une attaque à plat, je trouvais qu'il exagérait. Franchement, je me suis dit, on est au kilomètre 155, il reste 15 kilos. Il exagère. Et puis là, vraiment, pour le coup, là, il fait le kamikaze. Et je veux pas jouer à ce jeu-là, parce que jouer à ce jeu-là, on va exploser tous les deux dans le col des montées. Derrière, franchement, j'ai essayé d'avoir de l'information sur ce qui se passait derrière. C'était pas très clair. Je savais que Tom Evans remontait super fort sur Jim Walmsley, mais que c'était toujours Jim. Et je me suis dit, tu vois pas qu'on pète dans la montée suivante et qu'on se retrouve tous les deux à devoir abandonner ou finir pas dans le top 2. Donc, je me dis, ok, je le laisse partir. Et de toute façon, après, dans la montée, on sera à peu près pareil. Je le rattraperai dans la descente. Mais le fait de le perdre des yeux, il m'en a trop mis, quoi. Il m'a mis 5 minutes là, et 5 minutes sur 3-4 kilomètres, c'est vraiment quasiment plus d'1 minute par kilomètre. C'est énorme. Là où je regrette, c'est que j'avais quand même cette énergie de le suivre, mais que j'ai joué un peu la carte de la sécurité, et puis peut-être que l'expérience et la confiance me permettra plus tard d'aller chercher cette attaque-là, tu vois. Mais bref, la montée commence, voilà, je suis quand même dans le dur, je monte efficacement, mais je sens que la puissance que je peux mettre dans mes muscles n'est plus trop là, mais je suis quand même efficace, parce qu'au final, le col des montées jusqu'à la Flégère, je le fais à peu près, Kylian me rajoute un 5 minutes, tu vois, donc c'est pas énorme. Et voilà, arrive la Flégère, descente finale, je sais qu'il a 10 minutes d'avance, ça va être très compliqué de le rattraper. J'apprends très vite en commençant la descente que je suis dans les temps pour aller faire casser la barre mythique et impossible des 20 heures. C'était pas du tout un objectif, puisque c'était 21 heures. Et puis c'est quelqu'un sur le bord de la route qui te dit, hey Matt, tout de suite dans la descente. Et vraiment, heureusement que cette personne était là, hein. Ouais. Heureusement que cette personne était là, parce que quand on m'a dit à la Flégère 10 minutes sur Kylian, j'ai dit ok, c'est bon, la descente, je vais la faire en contrôle, je vais pas faire le fou. Pour arriver, je serai deuxième sans problème, tu vois. Et là, tout de suite, le gars me dit ça, et ça fait que j'ai mis une intensité mais monumentale sur cette dernière descente, à prendre des énormes risques qui l'année dernière j'aurais pas pris, parce que l'année dernière j'avais fait un petit peu pareil pour tenter de revenir sur Aurélien Dunampalaz, mais je commençais à faire des erreurs, petites chutes, cheville qui se tournait. J'avais dit, ok, non, Mathieu, t'as un podium, arrête de faire n'importe quoi, va chercher ta 3e position, c'est super. Mais cette année, je sais pas pourquoi, tu vois, la 2e place était beau, mais j'étais prêt à prendre des risques pour aller chercher quelque chose de plus, parce que le podium, je l'avais déjà fait. Et j'apprends aussi dans les stats de course de l'UTMB que j'ai été l'athlète qui a fait la descente la plus rapide de la Flégère à l'arrivée. On parle de 33 minutes environ pour cette descente-là. Et voilà, donc quand j'arrive en bas, que j'arrive à la route, je suis encore à quelques kilomètres de l'arrivée, je regarde ma montre, 19h50, et je me souviens qu'il y a encore toute la rivière, l'Arve allongée, quelques virages droite-gauche, la ville, la foule qui te bloque un petit peu. Et là, j'ai dit, tu vois pas que je fasse 20h01 et que là, j'ai dit, ok, t'arrêtes de trop regarder ta montre, et là, tu te mets un sprint jusqu'à l'arrivée. Mathieu, tu dois avoir aucun regret quand tu arrives à la ligne d'arrivée, que si tu fais 20h01
de te dire que tu n'auras pas tout donné, tu vois. Donc là, j'ai tapé mon sprint, j'ai éteint le cerveau et je suis allé jusqu'au bout. Et puis finalement, j'ai fait 19h54, tu vois. Donc j'avais la marge de 6 minutes, mais tu vois, je voulais pas prendre le risque. Donc voilà l'histoire de l'UTMB. Et puis, tu vois, beaucoup me posent la question, est-ce que tu regrettes de pas avoir mis ta mine à Kilian au kilomètre 130, un peu avant le 130? Et puis maintenant, tu sais, je suis un petit peu plus à froid et je le dis et je le redis, non, je regrette absolument pas. Il y a à refaire. Je referai exactement la même course. Parce que si tu me dis, Mathieu, qu'est-ce que tu préfères entre finir premier à l'UTMB ou finir deuxième en partageant 50 km de fight avec Kilian Jornet qui est ton idole, je prends la seconde option de loin et je la reprendrai si c'était à refaire. C'est super beau et c'est l'esprit du trail aussi. C'est ça qui est magnifique. Et puis, in fine, tu vois, moi, je vois aussi ma carrière sur du long terme. Tu vois, j'ai connu une progression assez rapide. Et tu vois, réaliser ces performances-là après un peu plus de 5 ans de pratique d'ultra trail, je suis déjà très satisfait. Et j'ai encore du temps, s'il le faut, pour préparer et éventuellement envisager l'idée d'aller gagner l'UTMB. Et c'est pas le seul record que tu as battu là de casser la barre mythique des 20 heures, mais il y a un autre record qui est hyper intéressant et dont on parle énormément, c'est le temps que tu passes au ravitaillement, un total de 11 minutes en fait sur la totalité de la course. Quand tu vois que quelqu'un d'expérimenté comme Kilian doit passer à peu près 16 minutes et un Jim genre 24 minutes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette approche-là, de comment tu l'as mise en place, travaillée, et puis après ça de comment elle s'exécute exactement pour être capable d'avaler un grand nombre de calories en fait aussi sur le ravitaillement, mais dans un temps record. Bien sûr. Moi, en fait, d'un point de vue général, j'ai une approche très scientifique de mon sport. Tu vois, je vois ça comme, je l'avais dit dans mon podcast, tu vois, un petit peu comme une table de mixage de DJ avec plein de petits boutons sur lesquels j'essaie de jouer pour optimiser ma performance. Et il y en a énormément des boutons, autant que sur une table de mixage de DJ. On pense souvent à l'entraînement et puis à l'entraînement et puis à l'entraînement, mais non, il y en a beaucoup plus que ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que je travaille aussi beaucoup à l'instinct. Tu vois, je fais beaucoup d'entraînement aux sensations, aux perceptions de l'effort, des fois sans trop regarder mon programme. Donc j'ai quand même ce paradoxe, mais voilà, j'ai une approche scientifique de performance et d'optimisation. Et c'est sûr que j'ai remarqué, tu vois, avec mon expérience d'ultra trailer, que le temps cumulé sur les ravitaillements sur un ultra trail, quand tu l'additionnes, peut être énorme hein, pour des coureurs plus récréatifs, on va dire. On peut parler de plusieurs heures, hein, on n'est même plus à minutes, on est de plusieurs heures. Et j'ai remarqué aussi que courir vite pour gagner du temps demande plus d'efforts que rester moins longtemps dans les ravitaillements pour grappiller du temps. Tu vois, je joue avec mes armes. Moi, c'est sûr que j'ai pas la VO2 max de Kilian Jornet, j'ai pas la VO2 max de Jim Walmsley, donc je joue avec mes armes aussi. Et l'une d'entre elles, c'est tenter de gagner du temps sur des zones comme le ravitaillement. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé l'année dernière en 2021 à la maison avec Alix, ma compagne. On fait ça à la maison, on répète les gestes, qu'est-ce qu'on fait, comment, qu'est-ce qu'on met. On l'avait travaillé l'année dernière, on l'a optimisé, on l'a retravaillé cette année pour gagner encore du temps. Et puis effectivement, comme tu le dis, Will, c'est 11 minutes en cumulé sur l'UTMB et puis c'est le record. Maintenant, je veux pas faire non plus dire que c'est ce qu'il faut faire. Ce qui est très important, c'est quand même de faire un bon ravitaillement. Voilà. C'est un petit peu comme si je comparais le matin entre le moment où tu te lèves, où tu sors de ton lit et le moment où tu quittes ton chez-toi pour aller au travail. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de 20 minutes et puis il y en a qui vont avoir besoin d'une heure et demie. C'est un petit peu des questions de personnalité, d'énergie, de besoin et ça voilà, ça peut un petit peu se contrôler, se travailler, mais il y a quand même une base qui fait qu'il y a des besoins plus ou moins différents. Donc je dis pas qu'il faut faire tout le monde pareil. Je veux pas inciter les gens à aller vite parce que si tu fais un mauvais ravitaillement, ça peut être encore pire. Donc voilà, on peut gagner du temps, mais ça se travaille. Tu peux en perdre beaucoup si exactement, c'est pas bien fait. C'est ça que je voulais dire. C'est quand même une de tes facultés du coup d'être capable de entre guillemets récupérer et de te ravitailler correctement dans un temps record en fait.
Exactement, ouais. Et puis c'est une faculté que j'ai pas besoin de rester plus et donc j'en profite et je le fais. Ouais, t'as une approche un peu comme dans le triathlon. Tu vois, le triathlon, les transitions, faut perdre le moins de temps possible. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Est-ce que tu t'es inspiré de ça un peu ou pas du tout? Ouais, bien sûr, j'ai un petit peu essayé le triathlon, tu vois, sur 2 expériences, Xterra du côté de la Polynésie, une vraie course, et puis un Ironman aussi en off que j'avais fait du côté de Mont-Tremblant. Je passe aussi beaucoup de temps avec Marianne, hein, qui était une triathlète de haut niveau et qui l'a été aussi en reprenant la casquette de guide pour les Paralympiques. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps dans le triathlon et comme tu le dis, Mine, qui fait partie de la performance et du temps final et qui n'est pas du tout encore abordé et discuté et étudié et travaillé dans l'ultra trail. Mais Ouais. des fois, je me dis mais c'est hyper archaïque notre sport. Mais non, c'est pas archaïque. C'est qu'en fait, ce sport-là est hyper récent. Il y a tout à Ouais. faire. Tout est nouveau et puis ces axes-là de travail de développement n'ont pas été encore abordés vraiment par la science, par les coachs, par ceux qui vont vraiment étudier des limites de performance pour aller grappiller des secondes à droite à gauche. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance, mais c'est quelque chose qui viendra et je suis profondément convaincu que dans les années à venir, les temps passés au ravitaillement sur les ultra trails vont baisser. Mm. Ouais, ça a été beaucoup discuté là dans tous les reportages, dans tous les podcasts. Et aussi, est-ce que tu peux nous parler donc de la manière dont tu te ravitailles? Parce que on te voyait pas beaucoup genre boire ou manger sur la vidéo, mais par contre, tu as été capable d'ingérer entre genre 300-350 calories par heure. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Alors j'ai fait un peu j'ai regardé en fait après la course récemment mon planning nutritionnel que je m'étais fait si j'avais été capable de le tenir et j'ai quasi réussi à le tenir au complet et je suis assez impressionné parce que j'ai refait l'addition en fait des calories que j'étais capable de prendre. Il faut savoir qu'entre la ligne de départ et Courmayeur, donc entre le kilomètre 80, j'ai été capable de rentrer 300 kilocalories à l'heure, ce qui est quand même ma braquette haute pour moi en général. Je me donne un target entre 200 et 300. Là, j'étais sur ma braquette haute de 300. C'est la toute première course d'Ultra Trail où je réussis à faire ça. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que j'ai réussi à le faire sans aucun trouble gastrique, voire dégoût ou nausée. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Maintenant, ce qui se passe au niveau des ravitaillements, pour répondre à ta question, Mine, c'est que en fait, j'essaye de calculer, de répartir mes prises de manière constante, et ce qui fait que je vais pas me goinfrer au ravitaillement, mais plutôt avoir une prise constante d'heure en heure. Et donc, dans une optique aussi d'optimisation, je vais tenter d'être le plus léger possible sur moi et de prendre exactement mes besoins. Donc, tu vois, j'avais calculé pour aller, je te donne un exemple, pour aller du départ jusqu'au Contamine, kilomètre 30, les Contamines ravitaillement assisté où je vais pouvoir récupérer ma propre nutrition. Bon, ben là, il y a un ravitaillement entre les deux qui est Saint-Gervais au kilomètre 20 où je n'ai pas de ravitaillement assisté. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris de la poudre NAC, Ultra Énergie. J'en avais une dans ma flasque sur la ligne de départ que j'ai consommée. Et j'avais un échantillon que j'ai utilisé pour re-remplir une deuxième flasque à Saint-Gervais. Tu vois, donc déjà, on parle de 500 calories sur les 2 premières heures là. Voilà. Après, j'avais ajouté à ça, bon ben les produits que l'on a développés ensemble, un petit peu de compote, de gel et de gaufres, ce qui me permettait de tenir voilà mes 300 calories jusqu'à Courmayeur. Ensuite, à partir de Courmayeur, j'ai calculé jusqu'à l'arrivée, je suis à peu près à 250 kilocalories à l'heure. Donc c'est un petit drop là, c'est pas énorme. Hein. On est déjà dans on est encore dans un très bon, une très bonne quantité là, 250. Donc on est sur le milieu à peu près de mon objectif. Et c'est ce que j'ai tenu jusqu'à l'arrivée quoi. Et est-ce que tu as eu un changement, tu vois, dans la manière de te nourrir, tu vois, par exemple, entre la balance de ce que tu prenais en solide versus, tu vois, liquide ou semi-liquide, dans tes apports caloriques, en fait, au travers de la course? Alors côté solide, le seul solide que j'ai consommé, c'est des gaufres NAC jusqu'à Courmayeur.
je dirais. J'en avais à peu près, j'ai dû en consommer 4 ou 5 à peu près, je sais plus exactement. À partir de Courmayeur, je suis passé vraiment seulement en liquide, semi-liquide. Donc semi-liquide, on parle de la compote NAC et puis de ma purée personnelle qu'on concocte le jour même ou la veille à base de patates douces. Donc voilà, après je suis passé là-dessus jusqu'à l'arrivée et puis j'ai pas Et eu cette de purée, tu la fringales. prends que au ravito assisté. Tout à fait. Qu'au ravitaillement assisté, j'avais évoqué l'éventualité d'en prendre dans des poches réutilisables, tu vois. Mais en fait, cette purée, encore une fois, dans une optique d'optimisation, elle est très bonne en termes de macro et micronutriments, mais en termes de densité calorique, c'est trop faible. Le ratio, j'ai pas fait le calcul, mais je suis clairement en dessous de 1 pour 1, c'est-à-dire que pour 100 grammes de purée, je suis clairement en dessous de 100 calories, c'est certain. Et donc, ça serait comme porter de l'eau en plus et ça serait trop lourd. Donc, c'est pour il ça prend trop de place. que je me permets d'en consommer uniquement au ravitaillement. Ça me donne un petit peu effet d'un aliment plus frais, maison, un petit peu salé que j'apprécie. Mais voilà, c'est clairement pas là que je vais chercher la plus grosse partie de mes calories. Puis cette purée, c'est aussi un truc qui te connecte à ton crew avec Alix. Exactement. Tu vois, elle aime beaucoup être aussi partie prenante de mon équipe et de faire partie de ma réussite dans mon sport. Et ça peut se faire de manière tout banale à travers un lien qui peut être un petit câlin, un petit bec sur la joue, tu vois, quelques mots dans l'oreille, mais ça peut être aussi un lien nutritionnel. Là, ça peut paraître drôle, mais le fait d'avoir mis toute son énergie, son âme et son petit cœur la veille de course pour concocter la purée, parce que c'est du boulot, faire cuire les patates et les carottes à la vapeur, après les écraser, préparer ça dans des petits tupperwares, les mettre au frais, les transporter, tu vois. Surtout après une OCC. Hein. Surtout après une OCC, donc amener ça jusqu'au ravitaillement comme ta grand-mère quand t'étais jeune, qui vient chez toi, chez les parents pour le goûter, et qui te ramène son petit gâteau qu'elle a préparé avec son petit cœur, tu vois, ça fait toujours plaisir, quoi. Et donc, comme tu dis, Will, c'est un lien qui se fait entre nous aussi avec cette purée, tu vois. Quand je mange cette purée, j'embarque un petit peu avec moi dans mon petit ventre de la Alix, quoi. Alix, elle est incroyable. Hein. Donc, si vous l'avez pas encore écouté, donc Dans mon bain, le podcast de Mathieu, on voit genre vraiment tout le support émotionnel et aussi ravitaillement là de Alix avec les mots justes, avec l'intensité, avec vraiment toute la sensibilité de Alix qui était vraiment cruciale pour cet événement-là. Ça met des frissons. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'utilisation des gels aussi? Parce que tu nous disais, donc le podcast on a tourné avant, que tu comptais prendre les gels surtout pour un petit coup de boost avant des montées. Est-ce que tu l'as utilisé comme ça au final? Oui, donc j'ai utilisé les gels sur lesquels on a travaillé ensemble, que l'on a développé, dans une flasque réutilisable de 150 millilitres. Donc c'est sûr que là, en termes de calories, je partais avec beaucoup de calories. Les gels, c'est un produit pour moi aujourd'hui qui est très complexe. C'est très complexe parce que c'est une bombe calorique. Là, en termes de ratio poids-calories, on est sur du record. Et je trouve qu'aujourd'hui, les athlètes sont durs avec les marques qui proposent des gels. Alors, c'est sûr qu'il y a des gels, on va se le dire, qui sont pas de qualité, qui sont pourris, je vais le dire. Mais il y a aussi des gels qui sont de très bonne qualité et qui sont composés de bons produits. Mais les athlètes, certains athlètes qui vont avoir des troubles gastriques, voire vomir, vont mettre ça sur la qualité du produit. Et là, je suis pas d'accord. C'est juste que dans notre vie de tous les jours, on n'est clairement pas habitué à manger des aliments qui ont un ratio poids-calories aussi fort et l'effet augmente encore plus sous l'effort et sous la fatigue lorsque voilà, le sang est occupé à aller nourrir nos muscles et un petit peu moins notre système digestif. Donc, il faut faire très attention avec les gels, il faut s'entraîner avec et il faut avoir des gels de très bonne qualité. Moi, les gels qu'on a développés ensemble, je sais qu'ils sont de très bonne qualité parce que j'étais dans le processus de développement, donc j'avais entièrement confiance là-dessus. Maintenant, sur la capacité à le prendre à l'effort, j'avais confiance aussi parce que je les avais testés à l'entraînement. Mais ça reste que je pense que dans toutes mes courses d'ultra trail dans le futur, j'en ferai jamais ma source d'approvisionnement principale
parce que il y a un risque. Voilà, il y a un risque à cause de ce ratio poids-calories qui fait que tu peux te mettre dans le trouble gastrique même si le produit est de qualité. Mais voilà, le gel, pour moi, je le prends comme le petit plus pour compléter les calories qui me manquent par rapport aux autres produits que j'arrive pas à consommer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est voilà, au pied d'une montée, quand je vois qu'il y a une grosse montée qui va arriver un petit peu raide, mettre un petit coup, une petite gorgée de gel va te donner une énergie qui va venir assez rapidement pour répondre à la demande. Je vais en rajouter une petite troisième. S'il y a une sensation d'énergie, un peu d'hypoglycémie qui commence, une grosse baisse d'énergie, le gel peut être aussi quelque chose qui va te sauver beaucoup plus vite qu'un autre aliment. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là que j'ai ce gel sur moi. Et en fait, j'avais cette petite flasque de 150 millilitres remplie de gel. Mais lorsque j'arrivais au ravitaillement assisté, j'avais dit à Alix de me les remplacer. Mais jamais je l'avais vidé, tu vois. J'étais jamais allé au bout parce que voilà, je l'utilisais en complément. Et puis je pense que c'est une bonne stratégie. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais d'avoir ce petit 150 millilitres là de gel que j'utilise en complément ou voilà pour répondre à la demande que j'ai décrite avant là. Mais c'est comme ça que je l'ai utilisé et puis voilà, j'ai Et un eu autre, aucun trouble, aucun dégoût avec l'utilisation de ce gel là. tu as une autre utilisation aussi pour laquelle tu le fais, c'est potentiellement l'utilisation de la caféine quand tu veux aller chercher un extra boost aussi sur la caféine. Si ton gel a un apport caféiné, ça peut être aussi intéressant d'aller chercher de la caféine par ce biais-là. Exactement. La caféine aujourd'hui, on peut aller la chercher dans différents aliments. Je pense que ça existe même dans le solide. Ben oui, dans les bars. Ben oui, dans les bars, les bars on fait ça. Mais comme j'en consomme pas, c'était pas le bon apport. Il existe aussi la possibilité de prendre de la caféine sous forme de gélules. Mais là, deux choses. La première, prendre des gélules. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça me être en course et gober des gélules, même si c'est juste des bonbons, tu vois, ça me donne la sensation tu sais, d'avoir un comportement qui est pas, je sais pas, j'aime pas ça, tu vois. Pas Et très puis éthique. en plus, voilà, très éthique, c'est ça. Et dans le geste. Et la deuxième, c'est que c'est quand même comme tu prends de la caféine pure dans une gélule. J'ai toujours peur quand tu prends des quantités comme ça extrêmes de la réaction que peut avoir le corps dans des moments où il est déjà en difficulté. Donc j'évite, je préfère le prendre avec un gel, c'est le plus facile parce qu'il la caféine va être diluée avec un petit peu d'autres éléments qui vont rendre l'absorption de la caféine plus lente. Donc ouais, c'est ce que je fais. Et donc dans une course type UTMB où on commence par la nuit, pour tenter de rester un petit peu sur mon cycle circadien et puis déjà que le corps est pas mal amoché d'avoir subi une nuit blanche, mais je vais commencer ma consommation de caféine au matin vers 5-6 heures du mat, tout comme je ferai durant ma vie de tous les jours. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'était à peu près dans la descente après Grand Col Ferré où les premières lueurs commençaient à arriver, où j'ai pris mon premier gel caféiné. Et il faut savoir que moi j'avais arrêté la caféine, je sais pas, 3 mois avant l'UTMB. Bon, j'avais repris 2-3 cafés par-ci par-là, mais j'avais drastiquement arrêté à ne plus en consommer à tous les jours. Et quand j'ai pris ce premier gel, c'est sûr que ça m'a donné un petit boost et ça réveille quoi. L'effet de la caféine n'est pas négligeable sur la performance. Et puis donc c'est ça. Et il y a un autre point que je trouve intéressant, Matt, c'est que dans toute ta nutrition, en fait, sur l'UTMB, t'as pas du tout mangé de bar, alors que tu es un gros consommateur de bar à l'entraînement. Comment tu fais le pont un petit peu dans tout ça, tu sais, en sachant que c'est un de tes carburants principaux justement sur le training et que tu n'en manges pas, tu sais, pendant la course. Et pour quelles raisons finalement c'est le cas? Alors c'est vrai qu'à l'entraînement, je consomme beaucoup plus, d'ailleurs quasiment que des bars, plus des gaufres, mais je pense que c'est 90% de bars et 10% de gaufres. Et puis dans des trainings spécifiques, je vais mettre les gels et les compotes, mais sinon je les prends jamais, tu vois, les gels et les compotes. La raison est simple, c'est que ça c'est encore très individualisé et personnel. Moi, à partir d'une certaine intensité dans ma bouche, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais il se passe quelque chose au niveau salivaire, au niveau sensation, que quand je mets une barre et que j'essaie de la manger,
à partir d'une certaine intensité, je suis plus capable. La barre, je la mâche et on dirait que la salive qui se met autour pour pouvoir l'avaler, elle se met pas et j'arrive pas à l'avaler, tu vois. Comme quand t'es petit, quand on te donne un médicament à avaler, qu'on te dit avale-le, mais tu arrives pas, tu vois. Tu arrives pas. Donc voilà, je pense que c'est une question d'intensité et il faudrait que je descende en course beaucoup mon intensité pour être capable de rentrer mes barres. Donc voilà, c'est pas un problème parce que je réussis à trouver d'autres aliments qui passent dans les gaufres et pourtant c'est solide aussi. J'ai réussi à les rentrer. Peut-être qu'elles se diluent mieux, la structure chimique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est important aussi, c'est l'état de satiété qui est beaucoup plus facile à atteindre avec des barres et ce qui est toujours inquiétant en course quand on est sur quasiment que du liquide et semi-liquide, de pas atteindre l'état de satiété. Mais voilà, moi avec le liquide poudre plus les purées, un petit peu de gaufre et de gel, j'ai jamais eu faim pendant mon UTMB. C'est Super intéressant. Est-ce que aussi tu as consommé du coq? C'est aussi intéressant de voir ça. On a vu par exemple Marianne qui en consomme beaucoup lors de ses ultras, et qui marche bien apparemment pour elle. Il y a aussi Thibaut Garivier qui en a consommé sur la première fois et qui était une erreur pour lui parce qu'il a jamais été habitué à prendre du coq sur un ultra. Donc c'est quoi ton avis sur le coq, sur le coca? Alors j'ai un avis encore très personnel. Le coq, on va se le dire, c'est de la merde, le produit. C'est ultra chimique, c'est clairement pas bon pour la santé, de par la quantité de sucre qu'il y a là-dedans, mais aussi les éléments qu'il compose. Donc, évitez de consommer ça dans la vie de tous les jours. Maintenant, La caféine aussi. Ouais, la caféine aussi. Ce qui se passe, je sais pas si c'est par rapport à notre enfance, notre éducation, d'avoir commencé à boire du coq dans les booms quand on était enfant, et puis quand on était plus grand à l'adolescence pour mélanger avec du rhum, et puis tout ça, ce qui fait que le coq s'est intégré dans notre cerveau comme voilà quelque chose de qui fait du bien. La petite fraîcheur là avec les glaçons, et puis c'est malheureux mais c'est comme ça, et ça fait du bien. Voilà, la sensation dans la bouche. Et moi c'est comme ça que je le consomme, j'en consomme. Je consomme pas le coq comme Marianne, comme tu l'as évoqué, Mine, qui elle va le consommer dans une optique vraiment aussi d'aller chercher de l'énergie avec ça, donc dans des quantités plus importantes. Moi, ça reste que le coq, c'est quelque chose qui est ultra chimique et je veux pas le consommer en grande quantité au risque d'avoir des troubles gastriques. C'est trop de risques. En revanche, ce que je vais faire, c'est que j'ai toujours une petite bouteille de coq sur mon ravitaillement et c'est plus un rinçage de bouche que je vais faire. Alors, je vais l'avaler, c'est pas vraiment un rinçage de bouche, mais ça va être une ou deux gorgées d'une boisson un peu pétillante, avec ce goût qui fait du bien, voilà, que je vais apprécier. Mais je pense que je mets jamais plus de 2 gorgées sur un ravitaillement, voilà. Et puis il y a quoi? Il y a 4-5 ravitaillements assistés. Allez, c'est une dizaine de gorgées d'une bouteille de coq. Je pense que je rentre même pas, enfin, c'est même pas la moitié d'une canette au final, en quantité. Ouais, tu viens plus nourrir l'esprit que nourrir le corps avec quelque chose de Exactement, positif. ouais. C'est plus un cadeau au cerveau qu'au corps que je fais. C'est réconfortant, quoi. Tout à fait. C'est super intéressant et on voit vraiment que tu as tout analysé, que tu as tout vraiment déconstruit et que tu as une approche vraiment très scientifique, comme tu l'as mentionné avant, et qu'il y a encore beaucoup de choses et de curseurs à les régler pour aller optimiser toutes tes performances. On apprend énormément, c'est vraiment génial. Mais tu sais, Mine, moi je vois notre sport comme, t'imagines une maison sur pilotis, et t'as 4 gros pilotis qui tiennent la maison aux 3 coins de la maison. Ça c'est la structure la plus stable. Et ces 4 pilotis, c'est 1, l'entraînement, 2, la nutrition, 3, la récupération, dans laquelle il y a le sommeil, et 4, le mental. Maintenant, ta maison, tu peux la réorganiser en la faisant tenir sur 3 pilotis. Tu mets 2 pilotis sous 2 coins et tu mets le 3e pilotis en face au milieu. Ta maison, elle tient. Mais voilà, une tempête, du vent, elle peut basculer. Tu peux même faire tenir ta maison sur 2 pilotis. Ça fonctionne aussi. Et même sur un seul pilotis, si tu mets en plein centre, sur le centre de gravité de la maison, elle va tenir aussi. Mais voilà, ça peut tomber. Et c'est comme ça que je vois aussi. Et c'est important
que je le dis, les 4 vont ensemble, tu vois. Et la nutrition est vraiment un pilier de cette maison, autant que l'entraînement, autant que la récupération et autant que le mental. Ouais. Et tu l'as dit, je pense que le succès aussi de cette UTMB, c'est que les produits de nutrition que tu as consommés, on les a développés ensemble. Tu as participé au processus de développement donc avec Greg et Bien oui, sûr. bien sûr. Et Bien donc, sûr. Et puis, ça sortait pas du chapeau. Il y a un petit peu Ouais. d'expérience aussi, de prise de recul sur ma pratique, mais il faut faire attention parce que l'expérience crée de la croyance et la croyance parfois est néfaste versus la connaissance, mais a quand même son rôle à jouer, l'expérience. Et j'ai croisé ça avec l'environnement dans lequel j'évolue. Je me passionne pour la science et puis j'évolue au sein de l'organisation de la clinique du coureur. Je suis entouré de nutritionnistes qui sont scientifiques, qui étudient ça et qui m'ont donné des ratios. Ils m'ont dit, Mathieu, il faut consommer d'après la science. Peut-être ça changera un jour, mais aujourd'hui, la science dit qu'il faut consommer X grammes de BCAA, X grammes de protéines, X grammes de carbohydrates, X grammes de magnésium par heure. C'est ce que je vous ai transféré, c'est ce que vous avez été capable de créer, voilà, expérience de tous les athlètes de la team, plus un petit peu de connaissances venant de la science. Pour moi, fait aujourd'hui des produits de qualité adaptés à notre sport. On est encore, c'est hyper archaïque notre sport quand je vois que l'optimisation des ravitaillements est à faire, et puis aussi quand je vois que Jim Walmsley, qui est entouré par Oka, qui est le sponsor principal de la course pour aller gagner la course, et que je le vois manger des chips et des pretzels au ravitaillement, je me dis que putain, on est encore loin d'avoir vraiment structuré un petit peu la connaissance sur tous ces curseurs qui font la performance et qui sont des piliers pour certains comme la nutrition. C'est clair qu'il y a énormément à faire optimiser et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines années. On voit que le sport se professionnalise et que ben là il y a eu un énorme prise de conscience sur le temps aussi que tu as pour Ravito, sur la manière de t'alimenter, et c'est super intéressant de voir en discutant avec toi et en écoutant aussi d'autres athlètes, voir comment ils approchent la nutrition. Tu es vraiment méticuleux. Tu as aussi un background ingénieur aussi, donc est-ce que ça joue ça aussi un peu dans ton mindset? Ouais, clairement, je pense que mes quelques années passées en école d'ingénieur à me demander tous les jours de résoudre des problèmes et de trouver des solutions m'aide à avoir câblé quelque chose qui fait que j'ai un peu cette personnalité là aussi d'aller chercher les petits trucs de précision et d'aller optimiser un peu les curseurs, quoi. Mais ça reste paradoxal parce que j'ai quand même une grosse âme d'artiste aussi, comme je te disais, où parfois je vais y aller un peu à l'instinct et puis avoir envie de faire tout sauf étudier tout ça, quoi. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur le rôle et l'importance de ton support crew, Alix? Ouais, bien sûr, mais je dirais que c'est pas un pilier, comme je l'ai présenté avant, de la performance, mais c'est un gros curseur. C'est un gros curseur parce que ces sports-là dans lesquels on s'aventure, les sports d'ultra-endurance, tout seul, c'est trop dur. Parce que là, c'est sûr qu'on voit, on voit ce côté-là de la médaille, de la ligne d'arrivée, du podium, c'est beau, tout ça, mais derrière, en amont, c'est des mois et des mois de travail et surtout de doutes et de blessures parce qu'il n'y a aucun être humain qui se blesse, et de maladies aussi parce qu'il n'y a aucun être humain qui se blesse, et de tristesse parce qu'il n'y a aucun être humain qui n'a pas de problème, d'un proche qui décède, d'un truc grave dans sa vie, et donc ça arrive tout le temps et chaque année. Et puis il faut jouer avec tout ça pour être capable de s'entraîner et se préparer à ces grandes aventures. Et clairement, c'est impossible tout seul. C'est impossible tout seul. Alors ça prend des proches, très proches, compagnons, parce que c'est ceux qui sont les plus proches au final, mais ça va un petit peu plus loin dans les sphères, c'est les amis, c'est la famille, et tout cet environnement-là, quand il comprend ce qu'on fait et qu'il a cette sensibilité, cette empathie-là pour aussi s'intégrer dans le projet, pour soutenir, ça fait une force énorme. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut dire et redire. Faut remercier l'entourage de ces athlètes-là. Ils sont pas tout seuls. Donc certains parfois ont l'idée et puis de le dire, mais ceux qui oublient de le dire, bon, c'est peut-être qu'ils ont juste oublié, mais ils sont pas seuls. Et voilà. On le dit pour tout le monde aujourd'hui. Merci à tout le monde qui supporte. Et puis on parle aussi, tu vois, là, je dis dans les rayons proches, je parle de la famille, des amis, compagnons, compagnes, mais c'est aussi vous, tu vois.
peut-être, et puis même sûr, on va se le dire, que si j'ai été capable de faire un UTMB dans ces temps-là, c'est que j'ai eu un niveau d'énergie constant sur la course et pas de troubles alimentaires, parce qu'on a été capable de développer ensemble des produits qui m'ont permis d'aller là, quoi. Voilà, donc c'est ça aussi l'équipe. Et si j'avais décidé de faire mon UTMB tout seul, sans trop penser à la nutrition, en allant acheter 2-3 barres au hasard dans une shop de sport, peut-être que ça serait pas passé comme ça. Ouais, la capacité de bien s'entourer, c'est aussi forcément quelque chose qui est hyper important pour réussir dans le haut niveau, parce que ça te permet d'avoir accès aux meilleurs en fait dans toutes les sphères. Bien sûr. Donc et c'est difficile, et c'est bien le point que tu dis, la capacité à s'entourer, Will, parce que dans notre sport, c'est à nous de le faire. Ouais. Tandis que dans notre sport, c'est un all inclusive. J'imagine que dans le foot ou dans le Tour de France, les gars, une fois qu'ils sont dans un team, ils ont rien à faire, quoi. Ils ont leur diététicien, ils ont leur partenaire de nutrition, leur physio, je pense qu'ils ont rien à faire. En fait, tous les jours, on leur dit quoi faire, tu vois. Tandis que nous, dans notre sport, c'est tellement encore en développement et au balbutiement que c'est un petit peu à nous d'aller chercher cet entourage-là pour performer. Ouais, ça nécessite d'être absolument complet, et c'est probablement ce qui fait ta réussite aussi dans ce sport-là, quoi. Donc bravo Matt, bravo pour ta deuxième place à l'UTMB. Merci d'avoir passé tout ce temps-là avec nous pour faire le débrief sur ta course de l'UTMB. Merci messieurs, à bientôt. Merci Matt. J'espère que cet épisode vous aura énormément intéressé, et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans Ultra Distance.